à toutes et tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un 16e numéro de Sport Planète. Déjà, une émission consacrée à un sport plus responsable, plus engagé, avec de nouvelles actions que l'on a hâte de vous faire découvrir sans plus attendre. Voici le sommaire de cette émission. Elle aime le football, elle a fondé Manita, une start-up qui veut rendre accessible ce sport aux femmes. Aujourd'hui, elle va nous parler aussi d'un tournoi de foot solidaire et engagé. Camille Amar est notre invitée. Chaque mois dans Sport Planète, on vous parle des éco-aventuriers accompagnés par Maïf. Alors qu'un appel à candidature est lancé, on va vous expliquer précisément leur rôle et leur engagement avec l'un d'entre eux, Clément Chapelle. Et notre éco-aventurier du mois s'apprête à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Il sera en duplex avec nous depuis son bateau au Havre. Il nous expliquera son engagement pour la planète. On salue Jean-Marc que l'on retrouvera tout à l'heure. Et je salue mes invités sur ce plateau. Camille Amar est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup. Et Clément Chapelle, de retour. Clément, c'est un habitué du plateau. Donc calculez, ça fait 1 an et demi que vous n'êtes pas venu. Donc vous avez plein de trucs à nous raconter dans les minutes qui viennent. Avec vous Camille, on va débuter cette émission pour parler de Manita, notamment cette start-up dont vous êtes la fondatrice, qui a pour but, je le disais, de rendre accessible le football aux femmes. Et il y a du boulot, on en parlait juste avant cette émission. Dites-nous un petit peu ce qui vous a poussé à créer Manita. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Ce qui m'a poussée à créer Manita, moi j'ai commencé le foot sur le tard, j'ai commencé le foot à 24-25 ans dans l'équipe masculine de mon ancienne entreprise. Il m'avait un peu proposé par hasard parce qu'il manquait vraiment de joueurs ce jour-là. Donc j'ai découvert le foot, j'ai adoré ce sport. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'avais jamais même réfléchi à faire du foot avant, alors que j'ai testé énormément de sports dans ma vie et que plus généralement, il n'y avait pas de femmes sur les terrains de foot. Et en fait, voilà, moi j'ai fait 8 ans d'études de droit, donc je me destinais à être avocate en droit du numérique. Et en fait, j'ai décidé de créer Manita pour rendre le football accessible aux femmes et plus généralement d'envoyer un message du fait que les femmes peuvent accéder à toutes les activités qu'elles souhaitent, peu importe. Ne pas se mettre de barrière, jamais. Exactement. Ne pas se mettre de barrière. Alors Manita a été créée en 2020, 3 ans plus tard, vous venez de relever un vrai défi, on peut le dire comme ça, puisque vous avez participé à l'organisation de la 5e édition du foot solaire. Dites-nous en quoi consiste ce tournoi, c'est un tournoi de foot, et surtout qu'est-ce qu'avec Manita vous avez apporté d'un peu différent? Ouais, on a organisé du coup là, c'était vendredi, le foot solaire. C'est un tournoi qui à l'origine est créé par Finnergreen il y a 5 ans. Finnergreen qui est un cabinet de conseil dans les énergies renouvelables. Ils ont créé le foot solaire à l'origine pour regrouper des acteurs de l'énergie solaire autour d'un événement positif, engagé et solidaire. Il y a du coup 1 an à peu près, moi j'ai contacté un des fondateurs de Finnergreen et je leur ai dit que j'avais envie de créer un événement qui serait porté sur l'environnement de manière plus générale. Et je leur ai proposé en fait de sponsoriser cet événement. On l'appellerait la Planet Cup à l'origine. Et puis un jour, ils m'ont dit, on a échangé beaucoup, et puis un jour, ils m'ont dit, en fait, on a un truc à te proposer. Depuis 5 ans, on organise le foot solaire. Cette année, on aimerait lui donner un aspect encore plus engagé au niveau environnemental, donc avoir un impact environnemental plus large et aussi d'y apporter de la mixité, donc apporter plus de femmes sur les terrains. Donc du coup, nous, on était complètement dans le thème et on leur a dit, go, on y va. Et effectivement, c'était un challenge. Cette année, il y avait 71 équipes qui ont joué du coup sur le terrain, plus de 700 personnes engagées. Et le but, du coup, c'était d'apporter de la mixité. Donc, on avait une mixité forcée sur les terrains. Obligatoirement. Et on a trouvé des femmes qui jouaient au foot. Et on a trouvé des femmes. Donc comme quoi c'est possible. Exactement, donc, comme quoi c'est possible. Donc obligatoirement une femme dans chaque équipe, en joueuse de chant et non au goal, et ça c'était aussi un challenge. Et aussi d'y apporter un engagement encore plus important au niveau éco-responsabilité. Alors justement, cet engagement éco-responsable, il a pris quelle forme concrètement ?
Alors cet engagement éco-responsable, c'est passé par plusieurs choses. Voilà, nous, on n'est pas du tout à la base un acteur du sport responsable, mais c'est des considérations que moi j'ai à titre personnel, sur lesquelles je suis contente de pouvoir agir avec Manita. Donc en fait, c'était aussi un challenge pour nous et pour moi personnellement de créer un événement qui serait vraiment en accord avec l'engagement qu'on avait. Donc on a appris aussi en créant cet événement. L'engagement éco-responsable, c'est notamment sur l'affichage. Sur l'affichage, on va faire un affichage qui va être déjà dans des matériaux qui vont pas bousiller notre environnement. On va faire un affichage qui est non daté pour pouvoir être réutilisé. La nourriture, on a opté pour un buffet végétarien, entièrement végétarien. L'objectif, c'est forcément, on le sait, la viande, c'est vraiment un vrai sujet écologique. Donc nous, on a vraiment fait ce choix-là. Sur les déchets, donc on était sur de l'éco-cup, de la vaisselle réutilisable, etc. Voilà, notre objectif, c'était vraiment d'inscrire l'événement dans une démarche écologique. Et on a fait aussi intervenir des acteurs de l'écologie pour pouvoir sensibiliser les personnes qui étaient présentes au sujet du sport responsable et de comment, tout en gardant ce côté positif et hyper dynamique d'un événement sportif, on pouvait quand même éviter de bousiller notre planète. Avec pas mal d'acteurs, hein, vous l'avez dit, de l'énergie solaire. Ils étaient là un petit peu depuis le début et ça continue autour d'eux, et évidemment d'autres acteurs aussi de la Sportec. On pense à Stadium Go qui vous accompagnait aussi sur cet événement. Exactement, on avait Stadium Go qui était en partenariat sur l'événement. Stadium Go, du coup, c'est une application de covoiturage pour aller au stade à l'origine. Et puis là, ils ont Evrigo sorti récemment qui est sur tous les événements culturels de manière générale. Ils étaient là, ils nous ont soutenus, ils nous ont aussi conseillés sur la partie éco-responsabilité. Romain, le cofondateur, est venu justement parler d'éco-responsabilité. Mais on est accompagné par pas mal de startups dans la green tech. On joue collectif sur ce terrain également et pas seulement avec le ballon. Sachez d'ailleurs que My Sport Planet va lancer un partenariat avec Stadium Go justement pour favoriser le covoiturage et les mobilités douces vers ces différents événements. Alors évidemment, j'imagine qu'on pense à la suite maintenant. Camille, est-ce que ça donne des idées? Est-ce que déjà vous êtes engagé sur le prochain tournoi foot solaire? Le foot solaire, il a vocation à se répéter d'année en année. Notre objectif, c'est de rester sur cet engagement écologique, voire de l'amplifier au fur et à mesure. On veut faire grossir cet événement, donc avoir de plus en plus d'entreprises engagées dedans, mais tout en restant éco-responsable, donc ça va être un vrai challenge. Et puis même nous, Manita, donc sur notre partie plus événementielle de manière générale et pas forcément événementielle éco-responsable, notre objectif c'est d'appliquer ces préceptes pour nos prochains événements, de continuer à faire de l'affichage non daté, de continuer à utiliser des matières de maillot éco-responsables, de continuer à faire des buffets avec de la nourriture en circuit court, saisonnière, etc., végétarienne. Voilà, en fait, c'est une vraie prise de conscience que tout le monde doit avoir. Nous qui ne sommes pas particulièrement à l'origine sensibilisés sur ça, on se sensibilise. Et justement, le foot solaire, c'est une manière de dire, même quand vous n'êtes pas à l'origine sensibilisé, parce que on se demande toujours est-ce que ça a un impact ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nos petits gestes tous les jours. De montrer qu'en fait, oui, ça a un impact. Et en fait, déjà, il y a toujours un bon moment pour commencer. Et que ce moment, c'est peut-être maintenant et de montrer que tous les acteurs peuvent s'y mettre, quoi. Alors, il y en a un qui fait beaucoup d'éco-responsable, qui est très éco-responsable, mais est-ce qu'il joue au foot, Clément? Beaucoup. Beaucoup. J'ai commencé par le sport, par le foot. J'adore voilà. Le foot. Bon, l'année prochaine, Clément au foot solaire, au tournoi, dans une équipe mixte. Vous l'avez bien compris. Nous vous avons présenté lors de la dernière émission le podcast Vent debout, dont le premier numéro a été diffusé ce mois-ci. C'est l'heure de la chronique avec sa cofondatrice Clotilde Sauvage qui va nous parler de l'épisode de novembre. Et Clotilde, c'est à vous, présentez-nous cet épisode sur la performance, je crois. Oui, et bonjour à toutes et à tous. Pour cette première chronique, j'ai une question à vous poser. Savez-vous ce que le sport, l'école, le travail et l'amour ont en commun? La passion. Non. Et justement, en fait, on l'a un petit peu évoqué, c'est cette injonction à la performance.
Oui, car c'est bien connu, dans notre société, il faut être un ou une championne et se dépasser pour gravir les échelons. Et le sport n'y manque pas, c'est même le lieu dans lequel il est attendu de performer. Et j'en donne pour exemple la devise des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on a révisée en 2021 et qui reste plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Sauf que cette injonction à la performance, elle est aujourd'hui remise en cause et à juste titre à plein d'endroits. Je pense notamment dans la sphère professionnelle où on a vu une vague de personnes qui se déclarent aujourd'hui en situation de burn-out, mais également dans les sphères économiques où on critique de plus en plus la notion de croissance pour les conséquences que ça a d'un point de vue environnemental. Et donc on s'est posé la question de qu'en est-il dans le sport ? Et aujourd'hui dans le sport, il semblerait que la remise en cause, elle soit un petit peu plus difficile à arriver. Ici, on continue notre course effrénée en quelque sorte vers le toujours plus de records, de millièmes de secondes de gagné, de déplacements de matchs, quitte d'ailleurs à en occulter les dommages collatéraux que ça peut avoir, que ce soit sur la santé mentale des athlètes, les blessures, voire même, je me permets de le mettre, parfois le respect des droits de l'homme, comme on l'a vu pour la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. Et donc face à ce constat, on a eu envie, avec Sylvain Palais, mon cofondateur, de mettre un petit peu les deux pieds dans le plat et de nous demander et si le sport n'avait pas toujours été celui des médailles, des records et des sommets, et si la performance n'était plus le moteur principal de nos exploits sportifs. Et donc pour ça, on est allé à la rencontre de Yann Bornier, qui est guide de haute montagne et doctorant en géographie. Et Yann, il a une philosophie toute particulière et un rapport à la montagne où avec ses clients, il essaie justement de s'éloigner des sommets. Et donc avec lui, et je le cite, nous avons fait un petit peu de grimpe, de crapahute et du terrain à bouquetin. Et puis, nous sommes allés interroger dans un second temps Michael Attali, qui est historien du sport, pour qu'il nous aide à y voir clair justement sur les liens qui existent entre le sport et la performance, et qu'il nous explique comment ce binôme s'est renforcé au fur et à mesure des années, au point qu'aujourd'hui, il pense, enfin en tout cas, c'est pas le seul, mais plusieurs chercheurs disent que le sport est devenu un pur produit du capitalisme moderne. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous propose qu'on écoute un court extrait de ce second épisode qui sera disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur notre site internet ventdeboutpodcast.fr dès le 1er novembre. Allez, on écoute extrait. Donc, pour répondre à ta question, non, je ne sais pas ce qu'on va faire exactement. Et en même temps, quand j'ai des clients, c'est ce que j'essaye de leur inculquer, quoi. Qu'on planifie rien. Je planifie une date, parce que c'est un obligé, quoi. Mais le reste, après, le plus c'est ouvert et le plus on peut s'exprimer. Et souvent, on arrive à faire des belles choses quand on n'a pas planifié. Et quand on a planifié, on est plus sur un modèle où soit on a réussi, soit on a échoué, quoi. Moi, dans toutes les expériences que j'essaye de composer avec les clients, j'essaie d'évacuer cette notion d'échec. Et donc, du coup, pour ça, on est obligé d'évacuer la notion de sommet, par exemple. Voilà cet épisode sur la performance avec Yann Bornier, alpiniste. À partir du 1er novembre, c'est le 2e numéro de Vent debout. Et nous, on va enchaîner avec notre Zoom Éco. Alors, vous avez l'habitude dans cette émission de découvrir nos éco-aventuriers plutôt à la fin, puisqu'on raconte à ce moment-là des aventures. Mais une fois n'est pas coutume, on va vous raconter vraiment ce qui se cache derrière un éco-aventurier. Qu'est-ce que ça veut dire cet engagement alors qu'un nouvel appel à candidature a été lancé par Maïf pour accueillir de nouveaux éco-aventuriers pour les mois qui viennent. Clément Chapelle est donc avec nous. Merci encore Clément d'être là. Sur votre profil Instagram, vous vous décrivez comme un athlète jardinier qui sème des graines d'espoir et d'amour pour demain. Au-delà de la poésie, Clément, est-ce que c'est votre définition à vous de l'éco-aventure ? Exactement. J'aime beaucoup le sens en fait et l'engagement. C'est ça qu'il y a pour moi. Alors moi, c'est vrai que j'aime pas trop le terme éco devant les choses. J'aime plutôt parler d'athlètes ou d'aventuriers engagés. Et donc Clément nous demande de changer le nom, vous avez bien compris. c'est personnel, mais c'est vrai. Non, mais là, ça a l'avantage éco de faire comprendre de quoi il s'agit typiquement. Parce que là, quand je dis je suis un athlète jardinier, les gens me regardent avec des gros yeux. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, là, je peux expliquer que je fais du sport, de l'aventure au service de la biodiversité. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de considérer, de conscience sur l'impact qu'on peut avoir dans nos actions.
Et en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais avec mes camarades, je crois qu'on le partage. Alors, pas mal d'éco-aventures au programme tout au long de la saison. Comment vous les choisissez, ces aventures-là? Est-ce que les idées viennent de vous? Est-ce qu'on vous les soumet? Est-ce que vous vous raccrochez à des projets? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de créativité qui vient et plein d'envie. Je réalise malheureusement pas la moitié de ce qui me vient en tête. Après, j'aime bien profiter des occasions. Récemment, je suis allé récupérer une paire de sandales minimalistes en faisant plus de 250 km en vélo pour le faire. C'était l'occasion d'optimiser le transport, de se mettre un défi. Voilà, c'est des choses qui peuvent venir comme ça. Donc des défis perso. Il y a aussi il y a toujours ce défi perso, mais à travers ça, il y a l'occasion de montrer et d'avoir un certain engagement sur la pratique. Mais sinon, après, voilà, le prochain, c'est sur le sujet des arbres qui me tiennent à cœur. Et c'est 24 heures de course en courant, en plantant chaque heure un arbre. Donc voilà, là, on est sur une notion de performance relative. Je ne vais pas chercher à faire un certain nombre de kilomètres. Je vais chercher à juste courir, bouger pendant ces 24 heures. Et planter des arbres. Et planter des arbres. Est-ce que vous communiquez entre éco-aventuriers? Vous partagez un peu vos aventures? On les partage et puis on a aussi l'objectif de les partager, de les vivre ensemble. Je crois justement que pour l'appel à projet de Maïf, il y a cette idée qu'il y a une aventure commune, une aventure collective. Et même quand je fais un défi, il y a toujours une équipe qui m'accompagne, qui m'assiste. On est vraiment dans le faire ensemble. Et surtout, tous les défis que je propose, il y a toujours l'idée de partager pour qu'on vienne m'accompagner, pour venir partager. En tout cas, à mes yeux, il y a la notion de partage et la valeur humaine est au centre de l'aventure. On a suivi cette semaine une éco-aventurière que vous connaissez bien, c'est Anaëlle Marot, on l'a suivie dans son quotidien, reportage Koumaniang avec Lucien Jahan, on en reparlera juste après. Je m'appelle Anaëlle Marot, je suis éco-aventurière pour Sport Planète Maïf. Être éco-aventurière Maïf, c'est porter des aventures à vélo, en kayak, à pied ou à la nage et d'organiser des ateliers tout au long du parcours pour sensibiliser à la protection de l'environnement. J'ai décidé de tout plaquer. J'aimais beaucoup mon travail, mais j'avais vraiment envie de me réensauvager, c'est-à-dire de passer plus de temps dans la nature. Désormais, c'est mon métier. Mon métier, c'est de faire des aventures, ensuite d'écrire des pièces de théâtre et de jouer ces pièces de théâtre sur l'aventure que j'ai vécue. Le déclic pour moi, c'était de voir un film qui s'appelle Le Grand Saphir. Et ce film, c'est l'histoire de Manu qui nage entre Toulon et Marseille, qui ramasse tous les déchets qu'il trouve sur son passage. Il est allé dans un délire sportif complètement dingue, qui a rassemblé beaucoup de monde autour de lui, et j'ai trouvé que c'était un cri du cœur et une manière d'agir qui me correspondait énormément. La prochaine éco-aventure, ça va être de faire un trajet à vélo d'école en école pour aller faire le compte autour du cycle de l'eau aux enfants. Avec l'équipe, on a remarqué que les enfants étaient capables de reconnaître 20 logos de grandes marques, mais qu'ils étaient incapables de citer 2 essences d'arbres. Ça va être sur 10 jours, environ 500 km, à peu près 50 km par jour, et rencontrer 5 écoles. Ce qui au début était un projet personnel, c'est devenu un projet de beaucoup de gens. Anaëlle, je l'accompagne sur le volet administratif de son projet, d'essayer d'avoir des fonds pour compléter le budget, de faire toutes les déclarations, puisque Anaëlle est intermittente, donc voilà, d'organiser administrativement la tournée. Alors je suis également Anaëlle dans son périple vélo et en particulier en prenant soin de son alimentation puisque c'est très important dans une épreuve sportive et on a tendance parfois à la négliger. Ce que je conseille, c'est de lui donner une grande place pour justement pallier aux crampes, aux tendinites et petits maux des sportifs. Et le meilleur ostéopathe du monde. Elles sont comment tes épaules aujourd'hui? J'étais un peu tendue. On ne se rend pas compte forcément des problèmes qu'il peut y avoir, de l'usure, comme quelqu'un qui va faire un Saint-Jacques-de-Compostelle en marchant. Voilà, il y a des choses auxquelles il faut faire attention au niveau des appuis, au niveau de la récupération aussi. Maintenant, j'emmène que des trucs qui me servent vraiment. Avant, j'emmenais beaucoup trop d'affaires qui servent à rien. Ça nécessite une préparation, elle ne peut pas forcément être ultra intensive, mais il faut déjà qu'il y ait une pratique de base. Avril, c'est dans 6 mois, donc déjà bien prendre l'habitude de faire des périples en vélo, des plus longues distances que simplement se déplacer en ville. Je suis beaucoup mieux organisée maintenant qu'avant. Avant, c'était très à l'arrache.
Je sais aussi quels sont les pièges. Je me mets toujours en difficulté, mais différemment. Comme Anaël, Clément, vous n'êtes jamais à l'arrache? Je suis tout le temps à l'arrache. Est-ce que, comme elle, vous avez vous aussi tout plaqué du jour au lendemain pour vous lancer dans ces éco-aventures et surtout, qu'est-ce qu'en ont pensé ceux qui vous entourent, vos proches? Alors, j'ai pas tout plaqué du jour au lendemain. Là, il y a eu un événement qui a fait que j'avais la place et que j'avais compris que c'était ça que je voulais faire, qui avait du sens. Et du coup, j'ai envie de remercier Anaël parce que c'est un petit peu grâce à elle que je suis là. Elle m'a inspiré et puis surtout, c'est elle qui m'a fait rentrer dans le mouvement Sport Planète. Alors que j'étais moi-même en aventure, j'ai fait un petit défi de faire 400 km en 2 jours pour aller à son arrivée. C'est là que je l'ai rencontrée quand elle terminait la Loire en kayak. Et pour répondre à la question, ouais, non, pas tout le monde m'a soutenu dans le camp familial. Justement, il y a eu un peu des barrières en disant tu l'as fait parce que j'ai commencé en Australie, mais tu l'as réussi là-bas, mais c'est pas ici que tu dois le faire. Mais voilà, j'ai pas écouté. Je me suis écouté moi et j'ai poursuivi ce rêve et le sens qu'il y avait derrière. Et voilà, donc ça a beaucoup avancé, et notamment grâce au dispositif Sport Planète. Donc vraiment, tous ceux qui ont envie de vivre ces aventures, ça vaut le coup de candidater. Ouais, ça, c'était le petit message de la fin. Je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes déjà venu nous voir sur le plateau de Sport Planète pour parler de plogging à l'époque, hein, cette discipline qui consiste à courir en ramassant des déchets, dont vous détenez le record du monde, on doit le dire. Est-ce que vous allez recommencer bientôt, une fois qu'il y aura ce défi des arbres qui sera réalisé ? Oui, justement, les 24 heures de l'arbre, c'est un peu planifié comme une préparation à un nouveau record de plogging, où là, je vais courir sûrement, je vais essayer d'aller chercher 200 km ou courir pendant 35 heures. Là, on est à 30h34, 161 km, 180 kg ramassés. Donc, il faut augmenter tous les curseurs, c'est ça? Exactement. Finalement, je me sens presque un peu coupable parce que j'ai cette notion de performance relative et pas de compétition. Mais bon, voilà, moi aussi, je vais toujours finalement dans l'escalade des limites physiques. Ouais, pour le bien-être de la planète quand même, évidemment. Une petite réaction, peut-être, Camille, à ces engagements, je dirais à 100% en faveur de la planète, avec toujours un peu de sport, évidemment, comme moteur? Non, je suis très très admirative de ce que tu fais. Moi, c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup pour le coup. Je suis assez sportive, faire du trail, courir, etc. Et je pense que ça a un vrai impact, en fait, plus symbolique. Et quand on est beaucoup suivi, je pense que ça a un vrai impact, notamment chez les plus jeunes générations, pour agir pour la planète. Ouais. Ouais, vous allez échanger après cette émission, hein, c'est aussi le but de Sport Planète. Je vous le disais, donc Maïf veut élargir, diversifier son équipe et elle recrute de nouveaux éco-aventuriers. Donc vous pouvez postuler jusqu'au 5 décembre minuit pour peut-être rejoindre Clément dans sa prochaine tentative de record du monde de plogging. Pourquoi pas? Exactement. Voilà. L'occasion de m'accompagner aussi à tout moment. Et de participer sur les prochains événements. Donc on fera un petit foot d'échauffement dans le plateau, mais on pourra aller faire du vélo ou de la course. C'est l'idée. En tout cas, moi, je veux offrir à n'importe qui aurait envie de l'occasion de s'immerger dans ce que l'on peut faire. Merci Clément de nous avoir raconté ces aventures. Avant de filer au Havre pour parler de voile avec Jean-Marc, voici les infos en bref. La marque française Nolt s'est associée à l'Étoile Noire de Strasbourg pour créer les premiers équipements de hockey sur glace circulaires. Après un an de travail, Nolt a conçu les premiers maillots et bas de hockey sur glace entièrement en polyester recyclé. Des équipements qui sont à leur tour 100% recyclables. Chaque maillot représente une nouvelle vie pour 15 bouteilles de plastique recyclées en Espagne. Vous vous souvenez peut-être, on avait reçu Paul Guinard, le cofondateur de Nolt, sur ce plateau. On félicite toute l'équipe pour cette action.
Décidément, un nouveau carton rouge à la FIFA. Gianni Infantino et la FIFA qui nous ont révélé les pays et continents hôtes de la Coupe du Monde 2030. Un mondial de foot qui aura lieu dans 6 pays et sur 3 continents. L'Espagne, le Portugal pour l'Europe, le Maroc pour l'Afrique, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine pour l'Amérique du Sud. Véritable catastrophe écologique, tout simplement. Et il y a quelques minutes, on vous a parlé du podcast Vent debout en début d'émission. Un autre podcast spécialisé sur le sport et le développement durable pointe le bout de son nez. Et si on ose la concurrence, c'est surtout pour saluer ce projet pédagogique puisque les intervieweurs sont des élèves de l'école-lycée Jacques Prévert de Versailles. Et pour le premier épisode, ils ont posé leurs questions à Julien Pierre, ex-international de rugby, fondateur du label Fair Play for Planet, qu'on a également reçu sur notre plateau il y a quelques mois. Le nom de ce podcast, Quand le sport vise durable. Et on va terminer cette émission avec la partie éco-aventure. Et on va donc donner la parole aujourd'hui à Jean-Marc à quelques poignées d'heures du départ de la Transat Jacques Vabre. Jean, marin au bonnet rouge, il l'a bien sur la tête aujourd'hui, actuellement au Havre, en direct depuis le bateau. Merci beaucoup Jean d'être avec nous ce soir, avant de prendre le départ de cette transatlantique aux côtés d'Alberto Riva. Jean, je voudrais qu'on évoque un petit peu votre parcours avant cette Jacques Vabre et puis avant d'évoquer votre engagement pour la planète. Oui, un grand merci pour l'invitation. C'est rigolo parce que, comme d'autres invités, en fait, j'ai tout quitté il y a 3-4 ans pour me consacrer à 100% à ces aventures océaniques de course au large. Et j'ai un parcours un peu atypique parce que rien ne me prédestinait à atterrir dans cet univers. J'ai grandi dans la région parisienne, dans une famille où on n'allait pas à la mer, donc très très loin du bateau. Mais j'avais cette passion qui s'est nourrie au fil de ma jeunesse et qui a un peu agité mes tripes. Et quand j'ai compris que c'était possible d'aller traverser ces océans sur ces petits bateaux, j'ai sauté le pas il y a quelques années. J'ai tout quitté pour ça. Donc j'ai commencé par la Mini Transat en 2021, qui est une course à travers l'Atlantique en solitaire sur des tout petits bateaux de 6,50 m, en totale autonomie, sans téléphone, sans connexion Internet, sans ordinateur ni rien. Et ça, c'était ma première grande aventure océanique. Et puis là, j'essaie de passer à la catégorie suivante. C'est des classes 40, des bateaux de 12 mètres, participer à des courses qui me font rêver depuis tout petit, la Transat Jacques Vabre, course à laquelle je vais participer dans pas très longtemps, et la Route du Rhum 2026 qui m'attire beaucoup aussi. Voilà, donc c'est une chance unique là aujourd'hui d'être au départ de cette magnifique Transat. Voilà, je suis comme un petit enfant. En tout cas, j'étais en train de regarder les dimensions du plateau. 6 mètres, c'est globalement ce qu'il y a entre vous deux là sur le plateau, pour vous donner un peu un ordre d'idée du petit bateau sur lequel Jean a traversé l'Atlantique. Alors sur ce petit voilier en mini, Jean, on a aperçu le logo Team for the Planet. Dites-nous un peu quel est le lien qui vous rapproche de cette communauté citoyenne engagée. Ouais, déjà, j'ai un rapport assez humble à l'engagement. Je suis assez admiratif de tous vos invités qui, pour le coup, ont des engagements très très forts sur l'éco-aventure. Moi, en fait, à la base, ce qui m'a tiré, ce qui m'a fait venir sur ces aventures océaniques, c'est vraiment le défi sportif et océanique. Mais par contre, ça me paraissait inconcevable de ne pas relier ce défi sportif à ce qui l'entoure, c'est-à-dire à son écosystème et sa place dans la société. Et j'ai essayé de trouver la meilleure manière de relier ces projets sportifs au sujet, aux thématiques qui sont essentielles aujourd'hui dans notre société. Pour moi, il y en avait 2. C'était l'environnement et la jeunesse, qui sont notre futur, en gros. Et du coup, l'idée était de comment faire profiter pour moi les atouts qu'a la course au large, nos projets sportifs, qui profitent à des sponsors, à des partenaires, etc. Comment les faire profiter à des initiatives qui, elles, ont beaucoup plus d'impact que moi, et un peu agir comme un levier d'impact, en fait, un peu leur permettre de passer d'une échelle à une plus grande échelle pour maximiser leur impact. Et c'est ça, en fait, ma manière d'apporter de l'engagement sociétal sur ces 2 thématiques. Et Team for the Planet, en fait, correspondait parfaitement aux atouts que pouvaient apporter mes défis de course au large, parce que eux, en fait, c'est un fonds citoyen qui finance des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique. Et pour ça, ils ont besoin d'associer des individus ou des entreprises, des citoyens, qui donnent de l'argent pour
en échange de dividendes climat, c'est-à-dire qu'ils ne recevront pas d'argent de dividendes financiers, mais par contre, on les rembourse en gaz à effet de serre évité. Et pour ça, il faut de la communication, il faut de la visibilité, il faut que les gens connaissent Team for the Planet pour qu'ils aient envie d'agir à travers ce fonds. Et c'est pour ça que la course au large me paraissait un outil particulièrement adapté. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'ai commencé tout petit avec la Mini Transat, qui est un projet pas beaucoup de visibilité, j'avais pas du tout de budget, j'étais tout seul, il a fallu tout gérer. On a créé, on a fait venir des associés bénévoles au départ pour sensibiliser un maximum de personnes. Mais aujourd'hui, il y a par exemple un IMOCA du Vendée Globe qui aussi est convaincu de la même manière. Moi, ça fait 3 ans que je construis mes projets avec Team for the Planet et pareil, qui a vu les mêmes atouts et qui a embarqué Team for the Planet pour le Vendée Globe. Et ce qui est énorme parce que c'est 50% des Français qui suivent le Vendée Globe. Donc en termes de caisse de résonance pour attirer des associés et maximiser l'impact comme levier d'impact pour Team for the Planet, j'espère que ça va être vraiment fort. Et voilà, c'est un peu le but de mes engagements. À la place des sponsors sur mon bateau, de faire profiter des initiatives et leur permettre de vraiment changer d'échelle et d'aider vraiment leur impact. Voilà ce projet au profit d'une cause finalement qui vous dépasse, qui nous dépasse tous, mais qui nous concerne évidemment. Jean, vous êtes le président de la classe Mini, la pouponnière de la course au large, on peut le dire comme ça. Vous l'avez dit, une classe qui regroupe des budgets vraiment tout petits par rapport à d'autres en course au large qui pourraient être beaucoup plus importants. Vous l'avez dit, c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas d'engagement, et c'est ce à quoi vous travaillez collectivement avec tous vos petits camarades sur le plan d'eau? Oui, complètement. Pour moi, il y a plein de niveaux d'échelle d'engagement. Il y a l'engagement individuel, évidemment, tout le monde, mais pour moi, ça, tout le monde doit le faire, que ce soit les entreprises, les individus. On doit tous faire un maximum pour minimiser notre impact, et c'est le cas aussi de mes défis sportifs sur les océans. Mais ça, pour moi, c'est pas mon engagement sur lequel, en tout cas, je communique, et c'est plus au niveau des initiatives qui, elles, ont beaucoup plus d'impact que moi. Par contre, il y a pour moi, un niveau d'engagement qui est super intéressant, c'est celui au niveau institutionnel et collectif. C'est comment, en fait, on va transformer notre sport. Moi, c'est la course au large, à travers les institutions qui régissent les règles, etc. Comment on va transformer nos règles, nos formats de course, etc. pour qu'on réduise l'impact. Et pour moi, c'est là où, évidemment, c'est hyper important que tout le monde le fasse de façon individuelle, chaque projet le fasse de façon individuelle, mais le jour où on arrivera à mettre en place des règles qui permettent d'économiser un maximum d'impact, là, pour le coup, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas en avant. Et en tant que président de la classe Mini, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Là, on a fait un bilan carbone qui nous permet de cibler vraiment là où on doit agir pour réduire notre impact. Qu'est-ce qu'on doit transformer? Est-ce que c'est les formats de course qu'on doit changer? Parce que l'événementiel est forcément très impactant dans notre sport. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Et on le fait aussi en collaboration avec les autres classes, parce que la classe Mini, elle n'est pas toute seule dans l'écosystème. Il y a les classes IMOCA qui fait le Vendée Globe, il y a toutes ces autres classes. Et il y a évidemment aussi la Fédération française de voile, avec qui je discute très régulièrement, et notamment ils ont lancé les assises de l'environnement de la course au large pour arriver à des actions qui permettent de respecter l'accord de Paris. Donc je pense que c'est la première fédération sportive qui s'est lancée dans ce défi qui est quand même de taille, et on a des premiers résultats là après avoir été interviewé par la Fédé. Chaque acteur a été interviewé et on a les premiers résultats en décembre. Donc il y a une vraie dynamique en place, et pour moi c'est aussi un des leviers d'engagement qui est nécessaire, c'est de faire bouger un peu notre sport pour qu'il évolue en faveur de plus de respect de l'environnement, plus d'intégration sociale aussi, parce que pour moi c'est aussi important, et les deux vont ensemble. C'est pour ça que moi j'ai associé Team for the Planet à Sport dans la ville, qui fait de l'insertion par le sport pour la jeunesse, et pour moi l'un va pas sans l'autre. Et voilà pour moi un autre levier d'engagement. Merci beaucoup, Jean, pour tout ce récit et cet engagement-là. On va vous souhaiter le meilleur sur l'eau pour cette Transat Jacques Vabre, et puis le meilleur aussi pour les projets à venir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous à quelques heures, je le disais, du départ de cette Transat Jacques Vabre qui fête ses 30 ans cette année et qui est évidemment elle aussi très engagée. Les skippers auront un bilan carbone à remplir après cette course. Et pour les IMOCA, ces monocoques dont parlait Jean il y a quelques instants,
l'instant, pas de retour via des gros bateaux, mais un retour à la base. Ce sera le retour de cette compétition qui se fera par la mer, sous format de compétition aussi. Et c'est peut-être aussi ça la solution. On évite que les cargos ramènent les bateaux rentrent à la voile et font une petite compète pour rentrer. Et ça aussi, ça peut être une solution. Merci à Jean encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer, eh bien, on va évidemment passer à l'écolo quiz. Et du coup, c'est un 1 contre 1 aujourd'hui pour le quiz. Vous êtes l'un face à l'autre. On n'a pas beaucoup de questions parce qu'on est déjà très en retard dans cette émission, comme à chaque fois. Une question qui concerne tout d'abord cette course, la Jacques Vabre. Combien de bateaux, ces IMOCA, ces monocoques, s'élancent avec un sponsor éco-responsable cette année? Combien on aura de bateaux sur cette flotte-là? Déjà, on en a un. Alors, pas tout à fait, parce que lui, c'est une autre catégorie encore. Ça, il y a plein de catégories dans cette Jacques Vabre. Chez les IMOCA, je vais vous aider un peu. Ça se compte sur les doigts de la main. Ça va vous plaire. 4 5. For People, For the Planet, Be Water Positive, Biotherm et Guyot Environnement Water Family. 5 bateaux qui déjà affichent clairement leur soutien à la planète et qui sont particulièrement engagés. Il y a eu une invention assez dingue, imaginée dans le milieu de la course à pied. Laquelle est-ce? C'est assez récent si vous avez suivi. Voilà, une petite invention sur un objet dont on a besoin pour courir. On a des propositions. J'ai des propositions pour vous, si vous voulez. Première proposition, des semelles qui sèment des graines quand vous courez. Deuxième proposition, une montre connectée qui bip à chaque déchet rencontré sur votre parcours. Ou un sac de trail muni d'un système de récupération d'eau de pluie. Le sac de trail, je pense, non? Sac de trail à ma gauche. Je dirais le premier, les semelles qui sèment. Eh ouais, c'est ça, les semelles qui sèment des graines. Inventé par la designer Kiki Grammatopoulos via un projet qui s'appelle Rewild the Run, développement d'une sursemelle fabriquée via une imprimante 3D. Et eh bien, ça dissémine des graines au fur et à mesure qu'on court. C'est pas mal ça comme idée. Hein, on va voir si on vous en reparle dans les semaines qui viennent, si ça marche. Et puis on termine, on a parlé de cette Coupe du Monde de football 2030 à laquelle on a adressé un petit carton rouge. 3 continents là-bas en 2030, mais en 2026, ce sera où? Coupe du Monde de foot? Je me tourne vers la footballeuse. J'ai honte. Non, il faut pas. Aux États-Unis, c'est ça. États-Unis, Mexique, Canada. et Canada. 3 pays quand même. Déjà là, on se dit que c'est beaucoup. Alors, des continents, 3 continents pour 2030, c'est vraiment, vraiment trop. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Clément a gagné le quiz, on peut le dire. On peut le dire. Il faut réviser pour la prochaine fois, Camille. Mais on sera ravis de vous recevoir à nouveau, peut-être l'année prochaine, pour les évolutions de ce tournoi foot solaire. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis, surtout. Et puis, on se retrouve bien évidemment le mois prochain dans Sport Planète. Je crois qu'on vous parlera de rugby. À très vite.